Mon père m'a giflé et chassé pour avoir refusé de garer la voiture de ma sœur. Il ignorait que je finançais en secret son mariage de luxe. J'ai tout annulé instantanément. La vengeance est terrible. Le bruit de l'impact a précédé la douleur. Un claquement sec, brutal, semblable à une branche morte que l'on brise, a déchiré le silence feutré de cet après-midi de dimanche à Besançon. La main de mon père, large et rugueuse, venait de s'abattre sur ma joue gauche avec une violence inouïe. Le choc a été tel que ma tête a basculé violemment sur le côté, mes cheveux fouettant mon visage, et le trousseau de clés que je tenais à voler, atterrissant avec un tintement métallique pathétique sur les pavés gelés de l'allée. Pendant une seconde, le monde s'est arrêté. Le froid mordant de l'hiver en Franche-Comté, ce froid humide qui pénètre jusqu'aux os, a semblé disparaître, remplacé par une brûlure intense qui irradiait sur tout mon visage. Mes oreilles bourdonnaient, un sifflement aigu couvrant le bruit du vent dans les sapins. « Sors de chez moi !» Immédiatement, hurla mon père, Hervé. Sa voix, éraillée par le vin rouge du déjeuner, postillonnait de rage. La vapeur de son souffle se condensait dans l'air glacial, formant des nuages de colère pure. « Tu refuses de rendre service à ta sœur? Pour une histoire de parking? Tu te prends pour qui, ma pauvre fille ?» À quelques mètres de là, appuyée contre la portière de la Peugeot décapotable de location, Flavie, ma sœur cadette, riait. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était un rire clair, amusé, cruel. Elle ajustait son manteau de fausse fourrure, observant la scène comme on regarde une pièce de théâtre médiocre. Sur le perron, ma mère, Mireille, serrait son gilet contre elle. Elle a croisé mon regard, un regard implorant, désespéré, cherchant un soutien, et elle a détourné la tête. Elle a fixé un point invisible sur le mur de crépi gris, choisissant, comme elle l'avait fait chaque jour depuis 27 ans, le camp du silence et de la lâcheté. Je suis restée là, pétrifiée. Le goût cuivré du sang a envahi ma bouche, ma lèvre s'était fendue contre mes dents. Je tremblais, mais pas de froid. Je tremblais d'une humiliation si profonde qu'elle me donnait la nausée. Tout le voisinage, sorti pour déneiger les trottoirs, s'était figé. Les regards pesaient sur moi, lourds de pitié et de curiosité malsaine. Ils ne savaient pas. Personne ne savait. Mon père, cet homme qui venait de me frapper parce que j'avais osé dire non à sa princesse, ignorait que la veste qu'il portait, le repas qu'il venait de manger, et surtout, le mariage grandiose dont il se vantait depuis des mois, tout cela reposait sur mes épaules. Sur mon compte en banque. Sur mes sacrifices. Dans cet instant suspendu, alors que la joue me brûlait et que le rire de Flavie résonnait encore, quelque chose s'est brisé en moi. Le lien sacré de la filiation, cette corde usée que je tirais seule depuis si longtemps, a cédé. Mais étrangement, au lieu de m'effondrer, j'ai senti une force nouvelle, froide et implacable, se réveiller au creux de mon ventre. Je ne me suis pas baissée pour ramasser les clés. Je me suis baissée pour ramasser ma dignité. J'ai attrapé mon vieux sac à main posé sur le muret, j'ai redressé le dos, et j'ai plongé mes yeux dans ceux de mon père. Il s'attendait à des larmes, à des excuses, à ce que je rampe comme d'habitude. Il n'a vu qu'un vide terrifiant. Très bien, ai-je murmuré, ma voix calme contrastant avec le chaos de mes émotions. Je m'en vais. Je me nomme Ludivine, j'ai 27 ans, et je suis celle que l'on ne voit jamais. Celle qui paie, celle qui arrange, celle qui se tait. Mais si vous m'aviez vu ce jour-là, marchant vers ma voiture sous la neige qui commençait à tomber, vous n'auriez pas vu une victime. Vous auriez vu une femme tenant une allumette, prête à incendier le château de cartes de sa propre famille. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré la chute spectaculaire de ceux qui m'ont trahi, j'aimerais savoir qui m'écoute. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Votre présence est ma seule alliée aujourd'hui. Tout avait commencé 30 minutes plus tôt. Flavie était arrivée comme une star de cinéma, jetant ses clés vers moi sans même me regarder. Garce la voiture, Ludivine. J'ai pas envie d'abîmer mes talons dans la neige. J'avais dit non. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit, tu as des jambes, Flavie. Et pour ce simple acte de rébellion, pour avoir refusé d'être la servante, j'avais été giflée. Humiliée. Chassée. Il pensait m'avoir punie.
En réalité, ils venaient de signer leur arrêt de mort financier. Car en franchissant le portail, j'emportais avec moi le chéquier qui maintenait leur illusion de vie parfaite en vie. Le compte à rebours avait commencé. Je marchais mécaniquement vers le bout de la rue, là où j'avais dû garer ma vieille Renault Clio cabossée pour laisser la place aux invités de marque devant la maison familiale. Le vent glacé de Besançon fouettait mon visage, transformant la sensation de brûlure sur ma joue en une douleur sourde et lancinante. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour funèbre dans ma tête. Je me suis glissé dans l'habitacle gelé de ma voiture. L'odeur de vieux tissus et de poussière m'a accueilli, une odeur familière, rassurante. J'ai verrouillé les portières. C'est seulement à cet instant, enfermé dans cette petite boîte de métal, à l'abri des regards, que j'ai autorisé mon corps à réagir. Un sanglot violent, incontrôlable, a secoué mes épaules. J'ai frappé le volant de toutes mes forces, une fois, 2 fois, jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Je suis orthophoniste. C'est ironique, n'est-ce pas? Je passe mes journées dans un cabinet médical aseptisé, à aider des enfants autistes à prononcer leurs premiers mots, à réapprendre à parler à des victimes d'AVC qui ont perdu le langage. Je suis l'experte de la voix. Je suis celle qui redonne aux autres le pouvoir de dire « je veux, j'ai mal, je t'aime ». Je suis respectée par mes collègues, adorée par mes patients. Mais dès que je franchissais le seuil de la maison de mes parents, je perdais ma propre voix. Je redevenais l'ombre. Le meuble utile mais invisible. Les souvenirs ont afflué, douloureux comme des éclats de verre. Je me suis revue à 18 ans, brandissant ma lettre d'admission pour la faculté de médecine de Paris, le cœur battant d'espoir. C'était mon rêve. Je voulais être chirurgienne. Paris, avait ricané mon père ce soir-là, en coupant son steak avec indifférence. Et avec quel argent? Tu crois qu'on est Rothschild? Non, ma fille. Tu resteras ici. L'école paramédicale de Besançon est très bien. Et puis, Flavie a besoin de cours de théâtre, son avenir est plus incertain que le tien, on doit investir sur elle. Maman avait posé sa main sur la mienne, ce geste doux qui cachait des chaînes d'acier. Ludivine, ma chérie, sois raisonnable. Ta sœur est fragile. Toi, tu es forte. Tu es l'aînée. C'est ton devoir d'aider la famille. Le devoir. Ce mot maudit qui m'avait menotté toute ma vie. J'avais obéi. J'étais restée. J'avais travaillé soir et week-end, faisant la plonge dans des restaurants sordides pour payer mes livres, pendant que Flavie, la fragile, postait des photos de ses brunchs parisiens payés par mes parents. Et puis, il y a eu l'annonce du mariage. Flavie avait rencontré Émeric, l'héritier d'une dynastie d'horlogers de la région. Pour l'impressionner, elle avait menti. Elle avait peint le portrait d'une famille moro-aisée, cultivée, propriétaire terrien. On ne peut pas la laisser tomber, Ludivine, m'avait supplié ma mère, les larmes aux yeux, 6 mois plus tôt. Si la belle famille découvre qu'on vit de nos petites retraites, le mariage est annulé. Flavie sera brisée. Juste cette fois. Avance l'argent. On te remboursera quand on vendra le terrain de grand-père. Le terrain de grand-père. Un lopin de terre marécageux qui ne valait rien. Je le savais. Il le savait. Mais j'avais cédé. Encore une fois. J'avais puisé dans mes économies, j'avais pris des gardes supplémentaires, j'avais mangé des pâtes pendant des mois pour financer ce mensonge. J'ai essuyé mes larmes d'un revers de manche. Dans le rétroviseur, mon reflet me fixait, une jeune femme aux cernes creusées, avec la marque rouge de la main de son père imprimée sur la peau. Ça suffit, ai-je dit à voix haute. Ma voix sonnait étrange dans l'habitacle vide. Rauque. Cassé. Mais résolu. Ils m'avaient frappé. Ils m'avaient chassé. Ils avaient brisé le contrat tacite, je paie, vous m'aimez, ou au moins, vous faites semblant. J'ai inséré la clé dans le contact. Le moteur a tout sauté avant de démarrer. Je ne rentrerai pas dans mon petit appartement tout de suite. J'avais une affaire urgente à régler. Une affaire de 55 000 €. Je me suis dirigée vers le centre-ville, vers la brasserie Le Lorraine. J'avais besoin de Wi-Fi, de caféine, et de sang-froid. La soignante allait devenir le bourreau.
La brasserie Le Lorraine était un havre de chaleur et de bruit rassurant. L'odeur du café torréfié et des croissants au beurre m'a un peu réconforté. Je me suis installé à une table isolée, près d'une prise électrique, comme un général installant son quartier général avant la bataille. J'ai commandé un double expresso, noir, sans sucre. J'avais besoin d'amertume pour rester lucide. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le vrombissement du ventilateur m'a semblé être le seul son dans l'univers. J'ai cliqué sur le dossier « Famille », puis sur le fichier nommé mariage-flavie-budget-final.xlsx. Le fichier s'est ouvert, et la réalité crue, mathématique, indéniable s'est étalée sous mes yeux. Des colonnes de chiffres, des dates, des noms de prestataires. C'était le journal de bord de ma propre exploitation. Ligne 4, lieu de réception, château de Rochegude. Un joyau architectural du XVIIIe siècle. Coût de la location pour le week-end, 15 000 €. État, payé. Source des fonds, virement L. Moreau. Ligne 12, traiteur gastronomique, menu, prestige. Foie gras poêlé, homard bleu, pièce montée de choux à la crème. Coût pour 150 invités, 18 500 €. État, acompte 80% versé. Source des fonds, carte bancaire L. Moreau. Ligne 22, robe de mariée Céleste, créateur italien. Soie sauvage, dentelle de Calais. 8 200 €. État, payé intégralement. Source des fonds, épargne L. Moreau. Je continuais de faire défiler la liste. Le fleuriste, rose blanche importée d'Équateur, le quatuor à cordes pour la cérémonie laïque, le photographe artistique, les cadeaux pour les invités, des bougies parfumées personnalisées au nom des mariés. Total général en bas de page, en rouge gras, 55 450 €. 55 450 €. C'était l'équivalent de 5 années d'économie. C'était l'argent que j'avais mis de côté pour mon propre apport immobilier. C'était le prix de mes nuits blanches, de mes week-ends sacrifiés, de mes vacances annulées. Et dans la colonne « Contribution des parents » 0 €. Dans la colonne « Contribution de Flavie et Aymeric » 0 €. Je me suis souvenu du dernier repas de famille, où Flavie gloussait en montrant la photo du château sur son téléphone. On a tellement de chance, papa et maman sont incroyables de nous offrir ça. C'est vraiment le mariage de mes rêves. Mon père avait gonflé le torse, fier comme un paon, rien n'est trop beau pour ma fille. Chez les Moreau, on a le sens de l'honneur. L'honneur. J'ai touché ma joue endolorie. Où était l'honneur quand il m'avait frappé devant tout le quartier? Où était l'honneur quand ma mère avait détourné le regard? Ils avaient pris mon argent, mais ils m'avaient refusé le respect le plus élémentaire. Ils m'avaient traité moins bien qu'une domestique, car une domestique, au moins, on la paie. Moi, je payais pour avoir le droit de les servir. Une colère froide m'a envahi. Ce n'était plus la rage explosive du début, c'était une détermination glaciale. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé à côté de l'ordinateur. J'ai ouvert l'onglet « Contact prestataire » du fichier Excel. Je savais ce que j'allais faire. J'allais perdre de l'argent. Beaucoup d'argent. Les clauses d'annulation étaient strictes, à 2 semaines de l'événement, les acomptes étaient souvent non remboursables, ou alors soumis à des pénalités de 50 à 70%. J'allais probablement brûler près de 20 000 € en pénalité. Mais en regardant ces lignes de chiffres, j'ai réalisé que c'était le prix de ma liberté. C'était une taxe de sortie pour quitter l'enfer. J'ai pris une gorgée de café brûlant. J'ai composé le premier numéro. Celui du gestionnaire du château de Rochegude. Ma main ne tremblait plus. J'étais calme. Terriblement calme. Allô? Monsieur le directeur? Ici mademoiselle Ludivine Moreau. Oui, la signataire du contrat. J'ai une modification à vous communiquer. Non, pas une modification de menu. Je veux parler d'une annulation totale. Pardon? J'ai du mal comprendre, mademoiselle Moreau. Vous avez dit annulation? La voix du directeur du château, habituellement mielleuse et obséquieuse, a déraillé dans les aigus. Je pouvais presque l'entendre s'étouffer avec sa cravate de soie.
Vous avez très bien entendu, répondis-je, ma voix tranchante comme une lame de guillotine. J'exerce mon droit de rétractation prévu à l'article 12 du contrat. J'annule la réservation pour le mariage Moreau-Lefebvre du 15 février. Intégralement. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Mais, mademoiselle, c'est dans 2 semaines. Tout est prêt. Les suites sont bloquées. Vous réalisez les conséquences financières? Vous allez perdre 50% de la somme versée, soit 7 500 €. C'est de la folie. Est-ce que les fiancés sont au courant? Les fiancés ne sont pas signataires du contrat, monsieur. C'est mon nom en bas de la page. C'est ma carte bleue. Appliquez les pénalités, gardez les 7 500 €, je m'en fiche. Remboursez le solde sur mon compte bancaire sous 48 heures. Je vous envoie la confirmation par écrit dans la minute. Bonne journée. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse protester davantage. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une excitation sauvage. Je venais de jeter 7 500 € par la fenêtre, et pourtant, je me sentais plus riche que jamais. Je n'ai pas laissé retomber la pression. J'ai enchaîné. Le traiteur. Allô? Ici Ludivine Moreau. Annulez tout. Les 150 homards? Jetez-les ou vendez-les à quelqu'un d'autre. Le foie gras? Pas mon problème. Oui, je sais pour la clause pénale. Encaissez la caution. Remboursez le reste. La créatrice de la robe de mariée à Lyon. Madame, ne mettez pas la robe de Flavie à la poste. Je répète, ne l'expédiez pas. Je résilie la commande. Comment ça, c'est du sur-mesure? Très bien, gardez-la. Faites-en des chiffons, exposez-la en vitrine, brûlez-la. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Et le voile en dentelle ancienne à 1 200 € qui n'est pas encore fini? Arrêtez tout. Remboursez-moi la part non réalisée. La fleuriste. Le DJ. Le photographe. Le loueur de limousine. Un par un, méthodiquement, impitoyablement, j'ai démantelé le mariage du siècle. Chaque appel était une petite explosion nucléaire. J'entendais la panique, l'incrédulité, la colère des prestataires. Mais face à ma détermination de marbre et à mon statut de payeur unique, ils n'avaient pas le choix. En 30 minutes, assise dans cette brasserie bruyante, j'ai anéanti un événement de 55 000 €. Mon téléphone a commencé à vibrer de notifications bancaires. Votre compte a été crédité de 7 500 €, remboursement partiel château. Votre compte a été crédité de 4 000 €, remboursement partiel traiteur. J'avais perdu une fortune en pénalité. Mais j'avais récupéré environ 30 000 € en cash. Et surtout, j'avais récupéré ma vie. J'ai fermé les yeux un instant, imaginant la scène qui allait bientôt se dérouler. Les emails d'annulation automatique allaient commencer à tomber dans la boîte mail de mon père, que j'avais mis en copie cachée pour qu'il se sente impliqué. La fête à la maison allait tourner au cauchemar. Je me tourne vers vous maintenant. Vous qui m'écoutez. Mettez-vous à ma place un instant. Vous venez d'être frappé par votre père, humilié devant tout le monde, chassé comme un chien. Vous tenez le pouvoir financier entre vos mains. Que auriez-vous fait? Auriez-vous tout annulé comme moi, quitte à perdre de l'argent, pour leur donner une leçon inoubliable? Ou auriez-vous hésité? Auriez-vous eu pitié de votre sœur? Dites-le moi dans les commentaires. Écrivez « J'aurais tout annulé, si vous êtes de mon côté ». J'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle. Parce que ce qui a suivi a failli me faire douter de ma santé mentale. Mon téléphone, posé sur la table, s'est soudain mis à s'illuminer comme un sapin de Noël épileptique. Il ne vibrait plus, il dansait sur la table. L'écran affichait « Papa, 12 appels manqués. » Puis maman. Puis Flavie. La tempête avait touché terre. Et je n'avais même pas encore sorti mon arme la plus destructrice. Le téléphone hurlait silencieusement sur la table. L'écran clignotait sans relâche, affichant une succession de noms qui, autrefois, signifiaient « famille » et qui désormais ne m'inspiraient que dégoût. Papa. Maman. Flavie. J'ai retourné l'appareil, face contre table.
Je n'étais pas prête à entendre leurs cris. Pas encore. Je voulais savourer mon café qui refroidissait. Mais les notifications continuaient d'arriver, faisant vibrer le bois de la table, un bourdonnement incessant, comme un essaim de guêpes furieuses. J'ai fini par jeter un œil. C'était un déluge. SMS de papa, tu es malade ou QI? Le château vient d'envoyer un mail d'annulation. Dis-moi que c'est une erreur informatique. Rappelle tout de suite. SMS de papa, 2 minutes plus tard, Ludivine. Le traiteur aussi. Tu joues à quoi bordel? Tu veux nous tuer de honte? Réponse salope. SMS de Flavie, écrit entièrement en majuscules, sans ponctuation, MA-ILSONTDIT qui ne livre pas MA-tu es jalouse CRSTCCDIA tu as toujours l'accent aigu jalouse de moi tu veux gâcher MON bonheur je te déteste je vais te tuer remets tout en place tout de suite. Je lisais ces messages avec un détachement clinique. Pas un mot d'excuse pour la gifle. Pas un « vas-tu dormir ce soir ?» Pas un « est-ce que tu es blessé ?» Juste de l'égoïsme pur. Ils ne s'inquiétaient pas de perdre leur fille, ils s'inquiétaient de perdre leur fête. Soudain, une notification différente est apparue. Un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas, mais la photo de profil m'était familière. Madame Colette, la voisine d'en face. Une veuve de 70 ans, réputée pour passer ses journées derrière ses rideaux en dentelle à espionner le quartier. On la disait acariâtre. Le message disait « Ma petite Ludivine, j'ai tout vu depuis ma fenêtre du premier étage. C'est abominable. Ton père est un monstre. » J'ai eu le réflexe de filmer avec mon téléphone parce que je sentais que ça allait dégénérer. Tiens, prends ça. C'est une preuve. Ne les laisse pas dire que c'est ta faute. Courage. En dessous, une vidéo de 45 secondes. Mes mains se sont mises à trembler en appuyant sur lecture. L'angle de vue était plongeant, mais l'image était nette. On y voyait la neige, la Peugeot, et moi, minuscule dans mon manteau gris. On voyait le geste de Flavie, dédaigneux, jetant les clés. On voyait mon refus. Et puis, la charge. Mon père traversant l'allée comme un taureau. Le mouvement de son bras, oncle, violent. Le bruit de la gifle, capturé même à cette distance, un claque sinistre. On voyait mon corps être projeté sur le côté, manquant de peu de heurter le pilier du portail. Mais c'est ce qui suivait qui m'a glacé le sang. Des détails que, dans mon état de choc, je n'avais pas enregistrés. Sur la vidéo, après que je sois tombée, Flavie ne s'est pas contentée de rire. Elle a sorti son téléphone et a pris un selfie avec en arrière-plan son père en train de hurler et moi à terre. Elle a littéralement posé pour immortaliser mon humiliation. Et ma mère? Ma mère s'est approchée de mon père, lui a caressé le bras pour le calmer, puis elle a donné un petit coup de pied dans mon sac à main qui était tombé, comme on pousse un détritus gênant, avant de ramasser les clés de la voiture pour les tendre à Flavie. Regarde-les, ai-je murmuré, les larmes aux yeux, mais des larmes de rage cette fois. Regarde comme il t'aime. Cette vidéo n'était pas seulement une preuve. C'était une arme de destruction massive. C'était la clé de ma cellule de prison. Gigi ai compris à cet instant qu'annuler le mariage ne suffisait pas. Ils allaient raconter leur version de l'histoire. Ils allaient dire que j'étais folle, hystérique, que je les avais laissés tomber par caprice. Ils allaient jouer les victimes pour sauver leur réputation. Sauf si je frappais la première. J'ai ouvert le groupe WhatsApp familial. La famille Moreau au complet. 42 participants. Oncles, tantes, cousins, cousines, parrains, marraines. Tout le clan. J'ai sélectionné la vidéo de Madame Colette. Puis, j'ai fait des captures d'écran de tous les emails de confirmation d'annulation que je venais de recevoir, ainsi que du tableau Excel montrant que j'avais tout payé. J'ai rédigé un petit texte pour accompagner le tout, puisque papa m'a mise à la porte pour avoir refusé de garer la voiture de la princesse Flavie, j'imagine que je n'ai plus à payer pour son mariage royal. Voici pourquoi j'ai tout annulé. Et voici comment notre père traite celle qui le nourrit. Bon visionnage. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi. Une seconde d'hésitation. Une seule. Je savais qu'en appuyant, je dynamitais ma famille pour toujours.
Il n'y aurait pas de retour en arrière. Je repensais au petit coup de pied de ma mère dans mon sac. J'appuyais sur envoyer. Envoyer. La petite flèche bleue est apparue. Le silence dans le groupe WhatsApp a duré exactement 12 secondes. Puis, l'enfer s'est déchaîné. Imaginez la scène. C'était dimanche après-midi. La plupart de mes oncles et tantes étaient probablement en train de digérer le repas dominical, le téléphone à la main. Le premier message est apparu. C'était tante Jocelyne, la sœur de ma mère, une femme au franc-parler légendaire et la seule qui m'avait toujours envoyé une carte pour mon anniversaire. Nom de Dieu! Hervé, tu es devenu fou? Tu as frappé la petite? Puis mon cousin Mathieu, attendez, je rêve ou je vois des factures? C'est Ludivine qui payait le château? 15 000 balles? Tonton, tu nous avais dit que c'était tes économies. Oncle Georges, c'est une honte. Regardez Flavie qui rigole derrière. Quelle famille de malades. Les notifications s'enchaînaient à une vitesse folle. Le téléphone vibrait tellement qu'il avançait tout seul sur la table. Je voyais les membres du groupe quitter la conversation les uns après les autres, ou écrire des messages d'indignation. Mon père a essayé d'intervenir dans le groupe, c'est un montage. Elle ment. Elle est instable psychologiquement. Mais tante Jocelyne a riposté immédiatement, un montage? On te voit en HD, imbécile. Et les factures, c'est un montage aussi? Tu as vécu sur le dos de ta fille et tu la tabasses? Tu me dégoûtes. Je ne viendrai plus jamais chez vous. Je buvais du petit lait. Pour la première fois, la vérité éclatait. Le masque de respectabilité de mes parents tombait en miettes devant tout leur cercle social. Mais le pire, ou le meilleur, restait à venir. Flavie, dans sa panique ou sa bêtise habituelle, avait des ennemis sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dans le groupe familial, je soupçonne la jeune cousine Chloé, a enregistré la vidéo et l'a partagée. En moins d'une heure, la vidéo a atterri sur le groupe Facebook local « Tu sais que tu viens de Besançon quand ?» Le titre du post était Assassin, le vrai visage de l'influenceuse Flavie Moreau. Elle rit pendant que son père fracasse sa sœur qui lui payait son mariage. C'est devenu viral localement. Les commentaires pleuvaient par centaines. Je connais ce type. C'est Monsieur Moreau, il fait la quête à l'église. Quelle hypocrisie! La pauvre sœur. Payer 55K pour se faire traiter comme ça. Flavie Moreau? C'est celle qui donne des conseils de vie? MDR, elle ferait mieux d'apprendre l'empathie. Mon téléphone a sonné. C'était tante Jocelyne. J'ai décroché, la voix tremblante. Ludivine? Tu es en sécurité? Oui, tante Jo. Je suis en ville. Ne retourne pas là-bas. C'est la guerre civile. Ton oncle Georges a appelé ton père pour l'insulter. Ta mère fait une crise de nerfs, elle hurle que tu as ruiné leur vie. Mais écoute-moi bien, tu as bien fait. On est tous avec toi. Si tu as besoin d'argent, d'un toit, tu viens chez moi à Dijon. D'accord? J'ai fondu en larmes. Merci, tante Jo. Cependant, la bête blessée est dangereuse. Vers 19h, alors que la nuit était tombée sur Besançon, j'ai reçu un dernier message de mon père. Ce n'était plus des cris. C'était froid, calculé. Tu as voulu jouer au plus fin. Tu as détruit notre réputation. Tu as violé notre vie privée en diffusant cette vidéo. Tu as rompu des contrats financiers abusifs. Demain matin, je vais au commissariat. Je porte plainte contre toi pour diffamation, atteinte à la vie privée et abus de confiance. Prépare-toi à aller en prison, ma fille. Je suis restée un moment à fixer l'écran. La prison? Il voulait m'envoyer en prison? Après m'avoir frappé? J'ai senti une bouffée d'angoisse, vite balayée par la logique. J'avais les preuves. J'avais les contrats. Tu veux jouer à la loi, papa, ai-je pensé en serrant les dents. Allons-y. On verra qui la loi protégera. Lundi matin. Le ciel de Besançon était gris acier, lourde neige non tombée. J'avais passé la nuit dans un hôtel bon marché, dormant à peine. À 8h30, mon téléphone a sonné. Numéro masqué.
Mademoiselle Ludivine Moreau? Ici le brigadier-chef Martin du commissariat central. Nous avons reçu une plainte vous concernant. Pouvez-vous passer nous voir? Je n'ai pas fui. J'ai mis mon tailleur le plus strict, j'ai imprimé tous les documents en double exemplaire, j'ai sauvegardé la vidéo sur une clé USB, et je me suis rendu au poste. En entrant dans le bureau de l'officier, j'ai vu mes parents et Flavie. Ils étaient assis sur le banc des plaignants. Ils avaient l'air ravagés, mais d'une manière théâtrale. Ma mère tenait un mouchoir, Flavie portait des lunettes noires comme une star incognito, ou une femme battue, quelle ironie. Mon père, lui, essayait de jouer l'homme d'honneur outragé. La voilà, a éructé mon père en me voyant. C'est elle. La voleuse. Elle a annulé notre fête. Elle a volé l'argent du traiteur. Le brigadier a levé la main pour le faire taire. Il m'a fait signe de m'asseoir. Mademoiselle, vos parents vous accusent d'abus de confiance. Ils prétendent que vous aviez un accord verbal pour payer ce mariage et que votre annulation brutale leur cause un préjudice moral et financier majeur. Ils parlent aussi de cyberharcèlement avec cette vidéo. Qu'avez-vous à dire? J'ai posé mon dossier sur le bureau. Calmement. Monsieur l'agent, voici les contrats. J'ai étalé les papiers. Regardez la signature en bas de chaque page. C'est la mienne. Regardez le nom du titulaire de la carte bancaire. C'est le mien. J'ai pointé mon père du doigt. Cet homme n'a pas versé un centime. Légalement, je suis la cliente unique de tous ces prestataires. J'ai le droit d'annuler mes propres commandes, n'est-ce pas? Même si cela me coûte des pénalités. C'est mon argent que je perds, pas le leur. Le policier a froncé les sourcils, examinant les documents. Il a hoché la tête. C'est exact. En droit civil, le signataire est maître du contrat. Il s'est tourné vers mon père. Monsieur, vous ne pouvez pas porter plainte contre quelqu'un parce qu'il arrête de vous offrir des cadeaux. Ce n'est pas un délit. Mais la vidéo, a crié Flavie. Elle a ruiné ma réputation. Tout le monde se moque de moi. Ah, la vidéo, ai-je dit doucement. J'ai sorti la clé USB. Monsieur l'agent, cette vidéo a été filmée par un tiers, une voisine, depuis la voie publique. Elle montre une agression physique. J'ai touché ma joue, où l'ecchymose virait au violet. Voici l'auteur de l'agression. J'ai désigné mon père. Si vous acceptez leur plainte pour la vidéo, je dépose immédiatement plainte pour coups et blessures, violence volontaire par ascendant, et dénonciation calomnieuse. J'ai le certificat médical des urgences que j'ai fait faire hier soir. Le visage de mon père s'est décomposé. Il est passé du rouge au blanc cireux. Il savait, et le policier savait, qu'une plainte pour violence domestique avec preuve vidéo l'enverrait directement devant un juge, avec risque de prison avec sursis et casier judiciaire. Le brigadier a regardé mon père avec un mépris non dissimulé. Monsieur Moreau, je vous conseille vivement de retirer votre plainte et de quitter ce commissariat avant que je ne décide d'ouvrir une procédure contre vous pour l'agression que j'ai vue sur cette vidéo. Votre fille est la victime ici. Vous avez de la chance qu'elle soit clémente. Mes parents se sont levés. Ils semblaient soudain tout petits, voûtés, vaincus. Ma mère n'a même pas osé me regarder. Ils sont sortis du bureau en rasant les murs. Le policier m'a rendu mes papiers. Bon courage, mademoiselle. Et, joli coup pour les contrats. J'ai souri pour la première fois depuis 24 heures. Un vrai sourire. Mais ils n'étaient pas au bout de leur peine. La justice légale était passée. Maintenant, c'était au tour de la justice sociale. Et elle allait prendre la forme d'une femme redoutable, Madame Chantal, la future belle-mère de Flavie. Alors, mes amis, dites-moi. Pensez-vous qu'il méritait cette humiliation au commissariat? Ou est-ce que j'ai été trop dur avec mes propres parents? Le débat est ouvert dans les commentaires. Mais attendez de voir ce que la belle-mère a fait. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. À Besançon, il y a deux types de justice, celle du tribunal, et celle des salons bourgeois. La mère d'Émeric,
Madame Chantal Lefebvre, régnait sur la seconde. Propriétaire d'une chaîne de pâtisserie haut de gamme, c'était une femme d'une élégance glaciale, pour qui la réputation valait plus que la vie elle-même. Elle avait toléré Flavie parce que son fils était aveuglé par l'amour. Elle avait cru aux mensonges de mes parents sur leur fortune discrète. Mais la vidéo sur Facebook avait fait exploser cette illusion. Je n'étais pas là pour voir la scène, mais tant que Jocelyne m'a tout raconté. Elle tient les détails de la femme de ménage de mes parents, qui était présente ce jour-là, et que mes parents payaient au noir, évidemment. C'était mardi après-midi. Mes parents et Flavie étaient rentrés du commissariat, humiliés, et tentaient de sauver les meubles. Ils appelaient les invités pour dire que le mariage était reporté pour raison de santé. Soudain, une Mercedes noire s'est garée devant le portail. Madame Chantal est descendue, suivie d'Émeric. Émeric avait les yeux rouges, il avait pleuré. Sa mère, elle, avait le visage d'un juge d'instruction. Ils sont entrés sans frapper. Madame Lefebvre, s'est exclamée ma mère, tentant un sourire pathétique. Quelle surprise! Nous avons eu un petit souci technique avec l'organisation, mais... Taisez-vous, a coupé Madame Chantal. Sa voix n'était pas forte, mais elle a claqué comme un fouet. Elle a posé son sac Hermès sur la table basse, écartant d'un geste dégoûté les magazines de mariage qui traînaient encore là. Elle a sorti son smartphone. J'ai vu la vidéo. Tout Besançon a vu la vidéo. Elle a fixé mon père. Monsieur Moreau, je savais que vous étiez un homme rustre, mais je ne savais pas que vous étiez une brute capable de frapper une femme. Elle a fixé ma mère. Et vous, madame, je vous vois encourager cela. Puis, elle s'est tournée vers Flavie, qui tremblait comme une feuille dans un coin du canapé. Mais le pire, c'est toi, Flavie. J'ai vu ton sourire. J'ai vu comment tu as ri quand ta sœur est tombée. Ta sœur qui, si j'ai bien compris les rumeurs et les factures publiées, payait tout ce cirque? Flavie a essayé de nier, non, belle maman, c'est Ludivine qui est folle, elle nous manipule. Ne m'appelle pas belle maman, a tonné Madame Chantal. Tu as menti sur tout. Sur l'argent de tes parents. Sur tes études. Sur ta carrière. Et maintenant je découvre que tu as un cœur de pierre. Mon fils ne t'épousera pas. Je refuse que mes petits-enfants portent les gènes de cette famille de barbares et d'escrocs. Émeric s'est avancé. Flavie s'est jetée à ses genoux, s'accrochant à son pantalon. Émeric, mon amour, ne la laisse pas dire ça. On s'aime. Émeric a regardé Flavie, puis sa mère. C'était un garçon faible, certes, mais il n'était pas stupide. La vidéo l'avait horrifié. Flavie, a-t-il dit doucement. Tu m'avais dit que ta sœur était méchante avec toi. Mais sur la vidéo, c'est toi le bourreau. Je ne peux pas. C'est fini. Madame Chantal a tendu la main. La bague. C'était une bague de famille, un saphir entouré de diamants, valant une fortune. Non, a crié Flavie. C'est à moi. C'est un bijou de famille Lefebvre destiné à la future Madame Lefebvre. Ce ne sera jamais toi. Rends-la, ou j'appelle la police pour vol. Et vu vos antécédents récents au commissariat? Ma mère, en pleurs, a arraché la bague du doigt de Flavie et l'a rendue. Madame Chantal l'a essuyée avec une lingette désinfectante, le geste ultime du mépris, et l'a rangée. Adieu. Ne nous contactez plus. Et si vous essayez de salir le nom de mon fils, mes avocats vous détruiront pour de bon. Ils sont partis. La porte a claqué. C'était fini. Plus de mari, plus de château, plus de bagues, plus de réputation. Le château de cartes s'était effondré. Il ne restait que des ruines fumantes. Une semaine a passé. Une semaine de silence radio. J'avais trouvé un petit studio meublé en centre-ville. C'était minuscule, 20 mètres carrés, mais c'était mon palais. Pour la première fois, je me réveillais sans angoisse. Je n'avais plus à payer les courses de tout le monde, ni les factures. Justement, les factures. J'avais coupé tous les prélèvements automatiques liés à la maison de mes parents. EDF, eau, Internet, assurance, abonnement téléphonique. Tout était à mon nom, tout était payé par moi. J'avais tout résilié ou transféré les contrats à leur nom,
ce qui impliquait qu'ils devaient fournir un RIB valide, chose difficile quand on est à découvert. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Ils ont été coupés d'Internet. Puis d'électricité. Le frigo était vide. La faim et l'inconfort font faire des choses étranges aux gens orgueilleux. Ils les poussent à ramper. Un soir, en rentrant du travail, je les ai trouvés devant mon immeuble. Le trio infernal. Mais ils ne ressemblaient plus aux arrogants de la semaine dernière. Mon père avait une barbe de 3 jours et l'air vieilli de 10 ans. Ma mère portait un vieux manteau et tenait un Tupperware. Flavie était méconnaissable. Sans maquillage, les cheveux gras, en survêtement, elle ressemblait à un fantôme. Ils m'ont vu arriver. J'ai resserré ma prise sur mon sac, prête à me défendre. Ludivine, a crié ma mère, mais sans agressivité. Sa voix était plaintive, mielleuse. Ils se sont approchés. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé froidement. « On voulait te voir », a dit mon père, regardant ses chaussures. On s'est inquiété. « Tu es parti si vite. »« Je n'ai pas eu le choix, tu te souviens ? Tu m'as mise dehors. » « Oh, c'était la colère, » a intervenu ma mère. « Tu sais comment est ton père. » Il ne le pensait pas. « Allez, ne sois pas rancunière. Regarde, je t'ai fait ton plat préféré. Du pot-au-feu. C'est encore chaud. » Elle m'a tendu le Tupperware comme une offrande de paix. Flavie a reniflé. « S'il te plaît, Ludivine. Reviens. C'est horrible à la maison. On n'a plus d'eau chaude. On n'a plus rien à manger. Émeric m'a largué. Je suis seule. On a besoin de toi. » J'ai regardé ces 3 personnes. Ma famille. Ils ne venaient pas s'excuser parce qu'ils m'aimaient ou parce qu'ils regrettaient leurs gestes. Ils venaient parce que le robinet à cache était fermé. Ils venaient parce qu'ils avaient froid et faim. Ils voulaient que je revienne pour rallumer le chauffage et remplir le frigo. C'était d'une tristesse absolue. Mais c'était aussi une révélation. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur. J'étais leur infrastructure. J'ai pris le Tupperware des mains de ma mère. Elle a souri, croyant avoir gagné. « Merci pour la soupe », ai-je dit. Je me suis dirigée vers la grande poubelle verte de l'immeuble qui était sortie sur le trottoir. J'ai ouvert le couvercle de la poubelle. Puis j'ai ouvert le Tupperware. Et j'ai vidé le pot-au-feu directement sur les sacs ordures. Ma mère a poussé un cri d'horreur. « Ludivine. C'est du gâchis. » J'ai jeté la boîte vide à leurs pieds. « Vous savez ce qui est du gâchis ?» ai-je dit, ma voix tremblante de colère contenue. « C'est mes 27 années passées à essayer de vous plaire. C'est mes 55 000 euros. Je ne mangerai plus jamais votre pain. Je ne paierai plus jamais vos factures. Je ne suis plus votre banque. Je ne suis plus votre punching ball. » Mon père a levé les yeux, une lueur de haine rallumée dans son regard. « Tu es une ingrate. Tu finiras seule. »« Mieux vaut être seule que mal accompagnée, » ai-je répondu. Et pour info, j'ai changé de numéro de téléphone ce matin. Ne cherchez pas à me joindre. Si vous revenez ici, j'appelle la police pour harcèlement. Vous connaissez le chemin du commissariat maintenant, non ? J'ai tourné les talons et je suis entré dans le hall de l'immeuble. J'ai vu à travers la vitre Flavie s'effondrer en larmes sur le trottoir. J'ai vu mon père donner un coup de pied dans le mur. Je suis montée dans l'ascenseur. En arrivant chez moi, j'ai mangé un sandwich au jambon. C'était le meilleur repas de ma vie. Il avait le goût de la victoire. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour-là. L'hiver a laissé place au printemps, et avec lui, ma vie a fleuri d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. J'ai quitté Besançon. La ville était trop petite, trop chargée de souvenirs toxiques. J'ai trouvé un poste dans un grand centre de rééducation à Lyon. Ici, personne ne connaît mon nom de famille, personne ne connaît l'histoire de la gifle. Je suis juste Ludivine, l'orthophoniste compétente et souriante. J'ai commencé le piano. C'était un rêve d'enfant que mon père avait toujours interdit, ça fait trop de bruit. J'ai acheté un clavier numérique et je prends des cours. Chaque fausse note est un hymne à ma liberté. Et eux ? Les nouvelles voyages,
même jusqu'à Lyon. Tante Jocelyne me tient au courant. La chute de la maison Moreau a été totale. Sans mon aide financière, mes parents n'ont pas pu faire face aux dettes accumulées, les crédits à la consommation qu'ils avaient cachés, les pénalités du mariage. Ils ont dû mettre la maison en vente. Cette maison dont ils étaient si fiers, le symbole de leur statut social, a été vendue à la hâte pour une bouchée de pain. Ils vivent maintenant dans un HLM en périphérie, dans un 2 pièces exigu. Flavie a touché le fond. Grillée sur les réseaux sociaux, lâchée par son fiancé riche, sans diplôme ni expérience professionnelle réelle, elle a dû affronter la réalité du marché du travail. Elle travaille maintenant comme caissière dans un supermarché discount. Tante Jocelyne l'a vue l'autre jour, elle portait l'uniforme du magasin, elle avait l'air éteinte, fatiguée. Elle scannait des boîtes de conserve pour des gens qu'elle aurait méprisés il y a 6 mois. C'est cruel, je sais. Mais c'est la vie réelle. Celle qu'elle n'avait jamais connue grâce à moi. Mon père a sombré dans l'alcoolisme et l'amertume. Il passe ses journées à raconter à qui veut l'entendre qu'il a été trahi par une fille, serpent, mais plus personne ne l'écoute. Parfois, la nuit, je repense à ces 55 000 €. C'est une somme énorme. J'aurais pu acheter un appartement, faire le tour du monde. Au début, j'avais mal au cœur en pensant à cet argent, perdu en pénalité d'annulation. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. Je n'ai pas perdu 55 000 €. J'ai payé 55 000 € pour racheter ma propre vie. C'est le prix de ma sortie de prison. Et honnêtement, c'était une bonne affaire. Aucune somme n'est trop élevée pour acheter le droit de se lever le matin sans peur, sans culpabilité, sans obligation de servir des tyrans. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire, on ne choisit pas sa famille biologique, mais on n'est pas obligé de la subir. Le sang ne justifie pas l'abus. Le respect ne se doit pas, il se mérite. Et parfois, le geste d'amour le plus grand qu'on puisse faire, c'est de s'aimer soi-même assez pour partir. Voilà mon histoire. L'histoire de la fille qui a refusé de garer une voiture et qui a fini par conduire sa propre destinée. Je suis Ludivine. Je suis libre. Et ma voix, celle que j'avais perdue pendant tant d'années, résonne enfin haut et fort. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Cette confession a été difficile, mais libératrice. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous avez dû couper les ponts pour survivre, ou si vous pensez simplement que justice a été faite, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » sur cette vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais un immense soutien pour moi. Et surtout, partagez votre expérience en commentaire. Avez-vous déjà vécu une trahison familiale? Comment vous en êtes-vous sorti? Je lirai chacun de vos messages avec attention. Abonnez-vous pour d'autres histoires de résilience et de vérité. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, vous valez mieux que la façon dont on vous traite. À bientôt.